Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus en cette heure tardive pour le dernier slot de cette présentation. On va vous parler de CI/CD. C'est écrit dans le titre. Normalement, je pense que vous êtes dans le bon talk. On va vous parler de CI/CD, mais aussi de l'approche, de vous montrer un peu l'approche de l'évolution de la CI/CD qu'il y a en ce moment, pour vous montrer justement l'aboutissement de notre comparaison avec des livres et une CI/CD qu'on peut mettre sur l'étagère. Bon, la CI/CD, ça fait de plus en plus partie de notre quotidien, surtout dans le domaine DevOps. Quand on parle DevOps, souvent c'est la CI/CD, l'automatisation qui vient en tête quand on parle de ça. On parle aussi de DevSecOps, où l'objectif ça va être d'automatiser aussi des choses liées à la sécurité. Bon, bah, on va essayer d'évoquer cette partie-là. Alors, du coup, on va faire un petit sondage. Déjà, qui a de la CI/CD sur ses projets? Ok. Un petit peu rassurant, mais c'était pas le débat. Qui fait des modifications sur la CI/CD de ses projets? Ok, on a perdu un tout petit peu. Et qui crée vraiment des pipelines sur ses projets? Ok, déjà pas mal. Qui est sur GitLab? Ok, c'est le même, tout va bien. Vous êtes dans le bon talk, c'est cool. Et qui a déjà vu la notion de composant, de catalogue? Ok. Donc très peu, donc cool. Donc, ça a été un peu l'idée du talk. Ben moi, ça tombe bien. Alors, l'idée, c'est pas de vous montrer un nouveau projet que j'ai fait. Et je pense que pour vous, heureusement. Mais alors, moi, je vais te montrer un peu de CI/CD que j'ai fait. Franchement, c'est de la CI/CD qui est super sympa. Je suis développeur back. Je crois que ça se voit en plus sur mon t-shirt aujourd'hui. C'était pas fait exprès. Mais du coup, moi, je me suis dit, moi, je fais des tests quand même, un minimum. Et derrière, je package mon application. Donc là, c'est clairement de la CI qui est quand même assez simple. Et concernant la partie de déploiement, je vais zoomer un tout petit peu. La partie de déploiement, je verrai plus tard. Pour le moment, je suis vraiment en phase de développement. Et bon, voilà. Clairement, je vais voir plus tard. Je m'appelle Jean-Philippe Baconnet, je suis consultant à Zenica à Nantes. Je fais pas mal de choses à côté du développement, notamment tout ce qui est CI/CD, où j'ai le programme communautaire des GitLab Heroes, dans lequel je suis rentré depuis déjà 4 ans maintenant. Et je suis aussi co-orga de Meetup sur Nantes. Donc voilà, si jamais vous venez à Nantes faire un Meetup ou si vous avez un talk, n'hésitez pas à venir m'en parler. Donc moi, c'est Jules Agostini, je suis consultant pour Zenica et j'interviens pour aider les entreprises sur l'accompagnement de bonnes pratiques autour du DevOps, notamment la partie CI/CD. Et je suis aussi ambassadeur R2 DevOps, dont on évoquera un peu plus tard. Joli t-shirt. Merci. Alors j'ai vu ta nouvelle application, mais le cache, concrètement. Ouais. Alors c'est vrai que j'ai oublié le cache. Je sais qu'il faut en faire. Je l'ai oublié. Bon, c'est pas si grave que ça, mais comme j'ai quand même des appétences côté CI/CD, je me dis que peut-être que le cache ça peut être intéressant. Et c'est vrai. Donc là, voilà, j'en ai, mais je crois que j'ai un projet. Attends, Okay. je me permets du coup. Je crois que j'ai un projet qui fait ça. Et je crois que c'était une application. Ouais, je crois que c'est. Je reviens ici. Je crois que c'était vraiment ma meilleure appli. J'ai tout donné dans la CI/CD. Elle s'appelle comme ça. C'est pas du tout. Et là, du coup, j'ai un peu de code de variables. C'est vrai que c'était du Java à l'époque. Et écoute, moi, je pense que là, je vais pas le faire maintenant, mais l'idée, en fait, je vais faire un copier-coller, quoi. Enfin, voilà, j'ai retrouvé mon projet. J'ai pas mis trop de temps à le retrouver. Je vais faire un petit copier-coller, quoi. Ouais, t'as de la chance. Ok. Je sais faire en plus. Alors, du coup, là, bien sûr, c'était un petit troll. En fait, ce copier-coller de CI/CD, en fait, on l'entend quand même partout. Et je suis le premier à le faire, clairement. On peut le retrouver dans pas mal d'outils de CI/CD actuellement. On a tout ce qui est GitHub Action, on a même du Concours, j'avais travaillé dessus il y a un petit moment. On a du CircleCI, du Jenkins et du GitLab. Je pense que vous l'avez compris au niveau du sondage de tout à l'heure. Nous, on va faire un petit focus sur GitLab. Et du coup, je crois que tout le monde connaît GitLab quasiment, mais est-ce qu'on peut faire un petit récap quand même, Jules, des notions Juste pour donner les bases. Ouais. Donc, dans GitLab, on va parler de pipeline, suite d'exécution d'actions et plus particulièrement des stages. Chaque stage, donc une étape, va contenir un ou plusieurs jobs et un job va pouvoir effectuer une action précise. Donc, en tout cas, faire des tests, par exemple. On a la notion de variable aussi, tout simplement. Donc là, on peut le déclarer dans le fichier source, mais aussi on peut aller déclarer dans le projet puis dans les groupes. D'accord? Donc il y a plein de niveaux différents finalement. Ok, ça les variables, je connais. Tu connais? Ouais, Sûr? Ok.
Concernant la CI/CD, ouais. Alors, c'est mon point de vue, on le partage un petit peu, mais déjà, on peut faire rapidement de la CI/CD. Moi, j'étais dev quand j'ai appris à faire de la CI/CD dans GitLab, et je trouvais que ça quand même assez simple. Alors, c'est un peu l'exemple du départ. J'ai fait de la CI, elle marche. C'est pas la mieux, mais en tout cas, on peut quand même se débrouiller et au fur et à mesure approfondir ses connaissances sur justement la CI. C'est assez lisible. Alors, rigolez pas, on en parlera plus tard. C'est lisible, oui. Tout à l'heure, on a vu que j'avais en 5 lignes un job qui faisait des tests, qui exécutait une commande Maven. Je suis développeur, je sais ce que ça fait. Et on est capable, en fait, de comprendre rapidement le projet, ce qui va intervenir. Et quand on arrive sur des projets open source assez petits, entre guillemets, on arrive rapidement à voir ce que ça fait la CI/CD. Voilà, hein, c'est du YAML. Bon, c'est pas dérangeant, mais souvent il y a des personnes qui me font « ouais, mais c'est du YAML ». Ouais, enfin le YAML, c'est un fichier texte. Indentation, espace, ok, il y a plus de débat maintenant, mais c'est quand même assez simple à écrire du YAML. On peut se tromper, bien sûr, mais en tout cas, le fichier, il est simple, il n'y a pas besoin d'IDE, etc., particulier, même s'il y a des extensions qui existent. Pardon. Au niveau de la CI/CD, par contre, quand on arrive sur des projets existants depuis plusieurs années, en fait, on peut voir que ça peut aussi être un peu de l'archéologie. Toi, ça t'arrive aussi juste de faire ce genre de choses, où en fait, ça paraît simple, mais en fait, plus on va mettre le nez dans notre configuration, dans notre projet, plus en fait, on va se rendre compte qu'on découvre des choses au fur et à mesure de notre projet. Et généralement, quand on veut aller en production, on a déjà parcouru pas mal de problèmes. Et c'est catastrophique. Et c'est catastrophique. Et du coup, c'est catastrophique parce que généralement, enfin, on n'est pas vu beaucoup, il n'y a pas beaucoup de documentation dans la CI/CD. Alors peut-être qu'il y a un petit commentaire qui traîne en disant attention, je déploie, même si le job s'appelle deploy, on ne sait jamais, ça peut servir. Il n'y en a pas beaucoup en fait de la documentation. En tout cas, moi, j'en ai pas vu. Et écrivant de la CI/CD, c'est vrai que j'en mets pas beaucoup. J'essaie toujours de mettre des petits noms ou même des emojis dans mes jobs pour montrer un peu ce que ça fait. Les emojis, c'est quand même important. Mais en tout cas, il n'y a pas beaucoup de documentation et c'est un peu dommage. Attends, petit sondage, qui fait de la documentation sur sa CI/CD? Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Et du coup, avec GitLab, il y a le pipeline editor qui est quand même un outil que j'utilise assez souvent. Alors généralement, quand j'utilise, quand je me suis trompé dans la structure du YAML, en me disant ah, j'aurais dû l'utiliser, et au final, il va nous permettre de vérifier que notre syntaxe déjà YAML est correcte, mais aussi que du coup la syntaxe par rapport à la spec de GitLab est correcte. Alors mais, oui, il y a un mais, ok. Du coup, ça peut vite être illisible. Souvent, quand on arrive, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans l'exploration de projets, ou des projets qu'on récupère, en fait, on peut se rendre compte que le fichier peut déjà faire 3000 lignes. J'ai déjà vu. Et du coup, voir 3000 lignes d'un coup, ça commence à piquer un peu les yeux. Et derrière, en fait, on va avoir la notion d'include. L'include, c'est bien. Justement, ce fichier de 3000 lignes, on va pouvoir le séparer et lui dire, bah, cette partie-là, je vais la mettre dans un fichier à part. Comme ça, j'ai plus de fichiers, mais des fichiers qui sont un peu moins longs. Et on peut se rendre compte qu'on va peut-être utiliser le fichier qu'on vient de créer juste à côté. On peut aussi dire, bah, tiens, j'ai un autre projet, peut-être d'une autre équipe qu'on va vouloir utiliser, même si après avec des noms plus ou moins exotiques. Là, je ne sais pas si voilà, on voit. Donc là, on voit qu'on attaque un job, un pipeline de l'équipe de sécu, qui a priori fait du back-end, donc ça m'arrange plutôt pas mal. Et après, on peut aussi aller voir des équipes, par exemple, de déploiement, qui nous donnent un fichier à disposition, avec en plus la notion de référence d'un tag. Donc on commence à voir qu'on a différents niveaux d'imbrication. Et bien sûr, si on veut aller chercher les infos, c'est possible. Alors après, si jamais vos groupes dans une entreprise sont bien structurés et surtout bien cloisonnés, vous pouvez ne pas avoir accès. Donc là, en fait, vous appelez un job et puis, bah, par chance, ça déploie, quoi. On ne sait pas. Donc voilà, ça peut être quand même une petite vague de frustration quand même dans nos pipelines. Et dans GitLab CI, il y a beaucoup d'attributs. C'est pas forcément négatif quand je dis ça. La CI va permettre de faire pas mal de choses. On l'a vu, il y avait un cursus d'apprentissage qui était assez important. Là, par exemple, on a mis un slide sur les rules. On peut avoir des rules qui permettent de faire des choses dans certains cas, avec la notion de if. Mais derrière, on peut aussi aller encore plus loin et mettre des notions d'exist, de pass, de project, etc. Donc c'est sûr que quand on veut faire de la CI/CD, en fait, il faut toujours avoir la page de documentation à côté, parce que là, elle est quand même très bien faite. Mais ça peut être aussi un petit frein à certaines personnes qui voudraient se lancer en disant bah ouais, mais je connais pas tous les attributs, du coup je vais pas pouvoir faire de CI/CD. On a vu mon premier exemple tout à l'heure, j'avais pas de cache et pourtant mon appli elle marchait. Je mettais du temps, peut-être que je payais mes runners, etc. Mais en tout cas ça fonctionnait.
GitLab, je pense que vous le savez, fait des releases mensuelles. Avant, c'était tous les 22 de chaque mois. Maintenant, ils ont changé un peu leur méthode de déploiement. Mais en tout cas, il y a des modifications qui apparaissent tous les mois et qui vont permettre d'amener des nouvelles fonctionnalités et aussi des modifications dans vos pipelines. Dans cet exemple, on voit qu'on a l'attribut default. L'attribut default, je ne sais plus quand il est sorti. J'ai plus la version en tête. Bon, justement, c'est le problème. Oui, ouais, il y a un moment que c'est sorti. C'est qu'on ne sait plus les versions par rapport aux attributs. Voilà, c'est ça. Donc après, effectivement, il y a un petit impact qui du coup est un peu négligeable. On avait nos attributs images qui étaient à la racine, donc on va dire tout à gauche du code. Maintenant, on met le default. Bon, entre guillemets, il n'y a pas trop de casse à avoir, mais il faut quand même le faire. Mais aussi, après, il y a des éléments qui sont plus impactants. Enfin, qui peuvent être plus impactants, notamment le only, qui était quand même mis en place depuis plusieurs années sur les pipelines, et qui, au final, a vu être déprécié par l'arrivée d'un nouvel attribut qui s'appelle rules. Donc, effectivement, le only fonctionne, mais quand on arrive sur de la CI/CD où on voit du only, on se dit attention, c'est-à-dire que là, il y a peut-être un souci, peut-être que nos pipelines ils sont un peu vieillissants, peut-être personne qui connaît la mise à jour de l'attribut, et en fait, si on ne suit pas les releases de GitLab, on peut rater des choses. Et rater des choses qui peuvent être vachement super intéressantes pour nos projets. Je te propose de mettre en place un catalogue. Okay, vas-y. Alors cette notion n'est pas toute nouvelle, c'est pas forcément GitLab qui l'apporte. Elle existait déjà, notamment avec des services comme To Be Continuous ou R2 DevOps. Et justement, je vous propose de refaire une passe dessus, avec notamment la partie To Be Continuous, où là, je vous ai mis le lien du dépôt GitLab de To Be Continuous, où vous pourrez retrouver toute une bibliothèque, finalement, de composants. Hop. Comment ? Deuxième. Ouais. Hop. Donc voilà, donc on a plein de composants et c'est relativement sympa parce que on couvre plusieurs aspects. C'est pas vraiment que du développement. Il y a aussi des composants qui vont traiter systèmes comme Ansible, Terraform et leur structure de fichiers reste identique. Donc c'est très facile si on commence à comprendre un premier composant, au moins les suivants, ça sera toujours le même format. To Be Continuous met aussi en place un projet qui s'appelle Kicker qui permet d'aider à la construction d'une pipeline. Donc voilà, si ça peut vous donner des idées. Dans To Be Continuous, il y a quand même beaucoup de templates existants, beaucoup de contributions aussi open source. Exactement, n'hésitez pas. Partenaires de GitLab aussi. Et aussi de R2 DevOps. Finalement, on va retrouver R2 DevOps qui va proposer aussi sur sa propre plateforme, du coup R2 DevOps Hub. Donc là, cette fois-ci, vous allez voir, le paradigme est légèrement différent. C'est un seul projet qui va contenir du coup un ensemble de templates. Donc là, on voit deux façons différentes déjà, deux approches. To Be Continuous choisit de faire des composants, un composant par projet, alors que R2 préfère faire du coup un amas de templates. Donc ces deux approches. Maintenant, effectivement, il y a un lien qui a été fait entre To Be Continuous et R2 DevOps, donc on pourra voir qu'on pourrait utiliser les templates de To Be Continuous à l'intérieur. Côté GitLab, la notion de catalogue n'existait pas forcément avant la release 17. Donc la release 17 elle est sortie au mois de mai de cette année. Alors, c'est arrivé dans la release 17 ouverte pour tout le monde. En fait, ça faisait déjà plusieurs mois, elle était en cours de test, en cours de récupération de feedback justement pour voir comment elle pouvait être gérée et amener cette notion dans GitLab et nativement dans GitLab. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Il y a pas mal de choses qui vont arriver par la suite, mais en tout cas, c'est officiellement dispo depuis mai. Et en fait, il y a beaucoup de projets qui ont déjà mis le nez dedans. Tu parlais de To Be Continuous, on l'a vu un peu dans les screens, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais ils sont passés en mode catalogue de CI/CD. Et c'est quelque chose qui, du coup, en fait, c'est la suite logique un peu de cette évolution justement de nos CI dans nos projets. Les catalogues, du coup, ça va consister en quoi? Déjà, on va parler de documentation. Moi, c'est un aspect que j'aime bien. Tout à l'heure, on disait qu'il n'y avait vraiment pas de documentation. Là, l'idée, c'est vraiment d'avoir de la doc. C'est-à-dire que quand on va arriver sur un catalogue, on va être capable de comprendre ce que fait un job. Moi, je suis dev Java. Si jamais j'arrive sur un composant, un catalogue qui fait du Terraform,
j'aime bien lire la doc quand même dans ces cas-là, plutôt que d'aller comprendre la CI, même si je pense que ça peut être compréhensible, mais du coup avoir la documentation pour comment l'utiliser, justement comment vit le projet aussi, c'est quand même quelque chose d'important. C'est un peu ce qu'on retrouve dans l'open source. Donc GitLab est open source, donc on voit aussi pourquoi ils mettent de l'importance sur cette documentation. Derrière, l'idée, c'est d'avoir une structure commune. Effectivement, si on passe d'un composant ou d'un catalogue A, B, C ou D, en fait, si on a des structures différentes, on va être perdu. Et au bout d'un moment, en fait, on va se dire, en fait, on va les mettre de côté. Et ça va pas amener beaucoup d'intérêt dans nos projets et dans notre entreprise. Derrière, on reste quand même sur du fichier YAML. Ça, là-dessus, on reste sur les mêmes bases, ce qui aussi a une importance par la suite. Mais derrière, si par exemple notre fichier YAML est vraiment important, on pourrait s'imaginer le splitter en plusieurs. Derrière, c'est votre tambouille interne, entre guillemets, mais ça reste du YAML. Et là, ce qui est amené, c'est que du coup, quand on parle de dev, je pense que vous faites tous du dev, surtout ne le dites pas si vous ne le faites pas. Mais là, l'idée dans la CI/CD, c'est de faire un peu pareil aussi, et de dire, j'ai un composant, c'est du code, je vais le tester. Et ça, c'est quand même quelque chose qu'on n'avait pas avant. Et là, c'est-à-dire que quand on va être utilisateur d'un composant de CI/CD, en fait, on va avoir des tests. Enfin, du coup, certains peuvent ne pas tester, bien sûr, mais en tout cas, on peut voir l'état des tests dans le composant. Et ça nous permet aussi de nous rassurer. Et puis, comme toute librairie qu'on appelle, que ce soit front côté back, si un composant est testé, ça nous rassure et on peut l'utiliser. Donc là, comment ça se représente un catalogue côté GitLab? En fait, là, on va retrouver un titre, une petite description, et à l'intérieur, en fait, on va voir les noms des composants qu'on a. Donc là, c'est le fameux Hello World que vous pouvez trouver facilement, et on peut voir aussi une petite notion de version qui apparaît. Et ce qui est important dans le côté GitLab, c'est qu'en fait, on va avoir des sources différentes de composants, et bien sûr, GitLab en a mis, et surtout les maintient. Et en fait, dans l'interface de GitLab, on va voir un petit icône créé et maintenu par GitLab. Donc, sous-entendu aussi, ça permet de donner de la légitimité à ces projets. Donc là, j'en ai pris un au hasard, c'est le premier qui est tombé, c'est OpenTofu. Donc c'est assez rassurant. Effectivement, il y a aussi, comme tu disais tout à l'heure, To Be Continuous, qui du coup qui a toujours ses composants dedans. Alors je crois qu'ils ne sont pas tagués comme partenaires de conteneurs. Pas encore. Pas encore. Mais en tout cas, il y a Google. Je ne sais pas si vous savez, mais Google est partenaire de GitLab depuis 2022. Et en fait, avec justement l'intégration du déploiement des applications, ils ont amené aussi leurs composants de CI/CD. Et en fait, si vous faites là de l'artefact, mais si vous faites du Cloud Run, du Cloud Build ou tous ces composants d'infrastructure, ils sont aussi disponibles et du coup, ils sont certifiés par un partenaire de GitLab, sachant que là, on devine que c'est quand même Google. Donc là, c'est un peu ce que ça va donner, mais je vais vous montrer en vrai, entre guillemets. Alors, ce n'est que un Hello World, je suis bien d'accord. Mais là, l'idée, c'est de voir, du coup, dans le projet, d'avoir une information. Alors là, c'est du Markdown. Je pourrais mettre n'importe quoi. Donc là, moi, j'ai suivi la documentation de GitLab qui indique bien de mettre une description. Donc là, vous voyez ma jolie description. C'est que pour de la démo. N'utilisez pas autrement. C'est juste pour ça. Et derrière, en fait, on va mettre un petit, tout simplement du code pour dire comment, par exemple, si tu veux prendre mon joli projet, le mettre dans ton projet pour justement le positionner. Voilà. Et derrière, en fait, ce qui est important, c'est qu'on va avoir une liste d'entrées. Donc, c'est toutes les variables qui, derrière, peuvent avoir des valeurs par défaut ou avoir, justement, être obligatoires. En fait, s'il n'y a pas de valeur par défaut, c'est que c'est obligatoire. On va voir que ça va être super pratique pour la suite. Donc, à partir de là, mon composant, j'ai de la doc. Super. Derrière, on va voir que j'ai un GitLab CI qui permet, du coup, de faire une seule action. Pour le moment, c'est de créer une release. On verra plus tard. Là, normalement, j'aurais dû avoir des tests. On en reparlera aussi plus tard, c'est pour ça que c'est pas dans ce composant-là. Mais l'idée, c'est d'avoir des tests. Et bien sûr, on a notre corps de projet qui va être ici, notre fichier YAML, où on a deux parties. Une partie spec qui va contenir des inputs. Donc là, on voit un input stage qui a du coup une valeur par défaut test. Et ensuite, on a différents éléments, par exemple le nom du job et le message. Donc là, le but, c'est de dire bonjour à quelqu'un. Donc vous savez que le petit message par défaut, ça va être Hello World. Une bonne pratique, c'est aussi de laisser la place à vos utilisateurs de configurer le stage. Pourquoi? Parce que si on imagine avoir beaucoup de composants dans notre CI, on peut avoir des interférences. Donc généralement, on en positionne un par défaut, comme là j'ai fait pour test, mais que derrière, si par exemple vous voulez l'appeler et mettre dans un autre nom de stage, libre à vous de le faire.
Là-dessus, il n'y a pas de souci. Et ensuite, particularité par rapport à des variables qu'on peut utiliser auparavant, c'est que là, les variables, en fait, elles sont entourées de dollars, double crochet, espace. Actuellement, et là j'ai un doute en le disant, je ne sais plus s'ils ont corrigé le fixe d'utiliser ces variables dans les rules. Je ne sais plus, parce que parfois ça marche pas, il faudrait voir la doc. Il y a plusieurs issues là-dessus. Et là, j'avoue que je sais plus. Je saurais pas le dire. Bon. Après, je sais pas si c'est forcément une bonne pratique aussi. Parce qu'il faut quand même garder en tête que les spec input, c'est une valeur qui va être, lorsque vous construisez votre pipeline, on peut voir la concaténation lors de la lecture, et en fait, il écrit une seule fois du coup votre valeur. Ça veut dire que vous pourrez plus être capable de surcharger au besoin. Donc, faut se méfier, parce que si c'est lors d'une include, après. Si vous devez recharger, ça va être compliqué. Donc, il vaut mieux utiliser le système de variables classique. Je vais peut-être tenter un truc, une petite cascade. Et du coup, comment on l'intègre? En fait, c'est assez simple. On va utiliser toujours le mot-clé include qui existe déjà, sauf que là, maintenant, on a un attribut caché dans include qui s'appelle component, dans lequel on peut mettre justement le nom du catalogue, donc là, démo catalogue CI/CD, avec le nom du composant hello world, et balancer tous les inputs. Donc là, j'ai choisi de mettre un stage Houston, par exemple, et de mettre un petit nom. Et puis derrière, de balancer le message, on voit que là, le message est bien configuré. Donc là, il n'y a rien de révolutionnaire, ça je vous l'accorde, mais en tout cas, les variables que j'ai ingérées et balancées dans le catalogue ont bien été pris en compte par mon composant. Les avantages, parce qu'il y en a maintenant. Donc là, l'idée, c'est d'avoir des composants qui sont visibles. C'est-à-dire que là, mon projet, c'est un projet GitLab. On peut choisir s'il est privé, etc. Mais derrière, on a une petite coche qui, pour le moment, est tout en bas. Alors, il faut aller la trouver, il faut scroller, mais qui permet de dire si c'est un catalogue de CI/CD. Et ce qui va être intéressant, c'est que visuellement, on va pouvoir l'identifier rapidement. Et quand on fait des recherches de projets, en fait, on va voir si c'est vraiment un projet, par exemple, concernant, là, dans le cas Renovate, ou si c'est un catalogue de CI/CD. Et derrière, pour le moment, on a une page dédiée à l'exploration du catalogue. J'ai mis l'URL juste en dessous qui va permettre de faire des recherches. Par exemple, si vous voulez faire du Renovate, vous pouvez taper Renovate. Si vous voulez chercher Hello World, vous pouvez le taper et là, vous allez avoir une belle liste de composants, de personnes qui, comme on l'a fait pour ce talk-là, a été créé. Mais en tout cas, visuellement, on peut s'y retrouver assez facilement. Donc, si on prend un cas plus sérieux, si par exemple on fait du Maven, du Gradle, etc., on peut trouver des jobs. Et visuellement, c'est assez pratique et assez sympa, comme on peut trouver dans tout GitLab. Derrière, on a une structure qui est commune. C'est-à-dire que là, l'idée, c'est d'avoir forcément de la documentation dans un README. Ça, je pense que là, tout le monde a cette info-là. On va avoir notre GitLab CI.yaml, mais aussi un répertoire template, où là, du coup, on va avoir notre fichier YAML, au moins le point d'entrée. Après, vous vous débrouillez comme vous voulez. Mais pour le moment, ils n'ont pas mis trop de préco sur ce type-là. Et pour le moment, les tests, c'est pareil, ils disent de tester des composants, mais on n'a pas de structure. Est-ce que c'est un répertoire test? Est-ce qu'on met tout dans le GitLab CI que je vous ai montré tout à l'heure? Là encore, pour le moment, il n'y a pas de préco. Moi, je serais pour les identifier rapidement et dire j'ai un répertoire test dans lequel je mets mes tests, et au moins, quand on est utilisateur d'un composant, on voit qu'il est utilisé. Après, c'est chacun son approche. Et là, du coup, il y a de la documentation. J'insiste vraiment là-dessus parce que dans l'open source, il n'y a pas de doc. En fait, généralement, le projet, on pourrait faire un autre talk là-dessus, mais les gens ne vont pas venir utiliser votre composant. Donc, en fait, vous allez travailler pour rien. Derrière, les gens, ils vont pas comprendre. Donc, ils vont créer une issue pour vous demander comment utiliser quelque chose. Donc, en fait, tout le monde va perdre son temps et clairement, c'est pas terrible. Et concernant le versionning, du coup? Alors, du coup, pour le moment, GitLab, en fait, préconise d'utiliser l'attribut release de GitLab. Je ne sais pas si vous le connaissez. Vous créez un tag. À partir de là, la release elle va pouvoir se créer en fonction de différents paramètres. Et en fait, on peut voir que les composants sont versionnés. Donc là, on voit que là, c'est la version 1.00 de notre jolie démo. Et à partir de là, en fait, ils ont même rajouté depuis la version 17.1, je crois, la gestion du semver, mais version un peu plus globale. C'est-à-dire que si je mets un @1, en fait, il va prendre en compte la dernière version du catalogue de la version 1. Voilà. Donc ça c'est pratique aussi. On peut faire pareil sur la mineure. Ça évite en fait, ça permet de prendre tous les patchs au fur et à mesure.
parce que sinon on va se retrouver bloqué avec une mise à jour de tout ça. Donc après, bon, vous avez compris que Renovate, on connaissait un peu le sujet, et ça permet vraiment de mettre à jour ce genre de choses, et ça marche très bien avec des catalogues de CI. Mais en tout cas, au moins, on sait ce qu'on utilise, surtout on sait quelle est la version. Et je ne sais pas si on peut mettre la test, mais j'ai un doute. Ce qui serait plutôt pas mal. Après, je crois que tu peux mettre la test. Après, tu n'es pas obligé aussi d'utiliser que release. Il y a aussi Semantic Release, si jamais vous l'utilisez dans vos projets, c'est aussi compatible. Et en plus de ça, on va pouvoir étoffer avec justement la gestion des releases GitLab. Parce que dans les deux cas, finalement, on va générer des releases, on va comme ça avoir nos assets, et on va pouvoir, avec, je prends le cas de Semantic Release, dans le plugin Git, on va pouvoir spécifier les objets importants qu'on va vouloir inclure, notamment la documentation, et on va pouvoir aussi avoir notre release notes qui va pouvoir venir s'étoffer à chaque release. Alors bien entendu, on a parlé de tests. Effectivement, aujourd'hui, il n'y a pas réellement de framework de tests à proprement parler pour s'assurer que nos composants soient corrects. Alors moi, la chose que je peux vous préconiser, ce serait ça, d'avoir une partie où l'on commence par simplement checker la description de vos projets. Est-ce que vos projets ont une description pour tout simplement avoir le premier billet d'entrée, parce que quand vous allez voir dans votre catalogue, votre liste de projets, c'est la première chose que vous allez lire et repérer tout de suite si ça vous concerne ou pas. Parce que on sait tous, les conventions de nommage, c'est bien sur le papier, après en pratique, il y a toujours un écart. Donc la description va vous aider finalement à comprendre des fois des textes, des noms qui n'ont pas forcément de lien avec l'action. Et puis après, on peut tester d'autres éléments, comme s'assurer que notre fichier changelog peut être présent dans le code source, ce qui peut aider à voir le différentiel entre deux versions, valider qu'on a bien un readme présent, valider qu'on a bien aussi tout simplement notre fichier qui est présent dans un répertoire template. Et si on met ça en place, au moins on peut déjà s'assurer que notre structure elle est présente, elle restera la même. Bien entendu, faites un composant pour faire ça, vous gagnerez du temps. Et ensuite, le petit bonus, c'est que si jamais vous voulez faire un composant pour R2 DevOps, il vous faudra créer un fichier R2 file donc spécifique pour le référencer. Pensez à le tester également pour vérifier qu'il est bien présent. Donc on va pouvoir cumuler un peu les deux. Dans la documentation de GitLab, au niveau des tests, effectivement, il n'y a pas grand-chose aujourd'hui. Par contre, ils vont insister sur le fait de pouvoir tester sur le composant lui-même, donc localement, le composant. Donc pour ça, en fait, on va faire appel au composant en précisant en version, cette fois-ci, le SHA du commit pour être sûr que ce soit votre dernière version de développement qui est testée. Et à partir de là, ce qu'il vous propose, c'est d'inclure un job qui vérifie l'appel à votre composant. Donc là, vous allez faire en fait un simple job qui va faire une requête curl pour savoir est-ce que dans les jobs qui ont été exécutés, j'ai bien le job nommé, intitulé par le nom de votre composant. Donc là, ici, dans Content, on voit mon job s'appelle Semantic Release. Donc en fait, je vérifie si Semantic Release a bien été exécuté à l'étape précédente. Voilà, c'est la seule recommandation aujourd'hui qui est posée. C'est vrai que là, ça commence à être un peu tordu parce qu'on est sur un pipeline. On va appeler l'API GitLab pour vérifier le pipeline en cours de création. C'est ça. Et voilà, ça peut... c'est les prémices, je pense. Alors maintenant aussi, l'avantage d'utiliser les composants, c'est d'avoir ce qu'on appelle les inputs contrôlés lors de l'exécution. C'est-à-dire que quand vous allez faire vos includes, vous allez mettre composant, le nom de votre component, c'est très bien. Avec les inputs, on va pouvoir spécifier nos valeurs d'entrée pour personnaliser notre composant. Mais si jamais on en oublie et que c'est un prérequis, on va tout de suite le savoir. Donc là aussi, c'est un gain de temps. Et puis aussi, c'est être sûr de ne pas repasser du temps à aller rechercher soit dans la documentation, dans le code source, comment ça a été fait, en cas d'oubli. Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé. Enfin, moi, en tout cas, la partie de déploiement, la dernière étape, j'ai oublié un argument et toute ma chaîne était passée entre la merge request, du coup la branche develop, il y avait une branche release et paf, oublié un champ. Surtout si on a un pipeline qui dure 40 minutes, ça fait mal. Ouais. Alors évidemment, des contributions au catalogue CICD. Alors
c'est vraiment le plus-value qu'on va avoir au sein de l'organisation, puisque on va simplifier le process grâce à la documentation. On va pouvoir sécuriser. C'est aussi, on va avoir une vue sécurisante de nos tests, parce que avant d'appliquer en production du coup de nouveaux composants ou des améliorations, on va pouvoir vérifier d'abord sur eux-mêmes ou avec des projets tiers, par exemple. Et puis on est aidé par le versionning du catalogue, tout simplement, de pouvoir gérer les montées de versions, pouvoir revenir sur d'anciennes versions du composant. Tout ça, ça va être rendu possible. Chose qu'on ne pouvait pas faire forcément nativement, hormis utiliser les simples commandes Git et faire des revert, et voilà. Avant, on utilisait le include ref avec le nom du tag, etc. C'est ça. Ça marchait, hein, mais c'est pas le même. Et du coup, cet aspect-là, en fait, côté GitLab, c'est en constante évolution. Je pense que vous l'avez compris. Il y a aussi beaucoup d'interrogations, notamment, enfin moi, la partie test, quand j'ai vu les précaux qu'ils donnaient côté test, je me suis dit, ouais, on va faire Mumuse avec du JQ. Ok, ça marche bien, mais derrière, j'ai perdu un temps fou avec ce truc-là. Et je me dis, je suis sûr que ça va évoluer dans le bon sens. Peut-être qu'ils vont créer peut-être un catalogue de tests pour vérifier qu'il est bien compatible avec les attentes de GitLab, ce qui est quand même une belle chose. Et il y a un autre truc moi que j'ai trouvé qui me manquait, et je pense que c'est remis à l'eau, c'est quand on crée un nouveau catalogue de CI, en fait on va aller faire un copier-coller du catalogue d'à côté, parce que du coup on ne sait plus la syntaxe. Donc là l'idée c'est quand on crée un nouveau projet, vous savez, vous pouvez soit créer un projet vide, ou soit un projet à partir de template. Là l'idée en fait qui avait été soumis, mais je crois que c'était déjà fin l'année dernière, c'est de remettre un catalogue par défaut vide dans lequel on renseignerait, et du coup on aurait tout le temps le même format. C'est un peu ce qu'ils préconisent. Donc là, je pense que ça va arriver parce qu'ils sont en train de discuter côté GitLab. Il y avait, je crois, deux PO qui échangeaient dessus pour le réactiver parce qu'il avait été mis de côté. Donc c'est réactivé, donc c'est pareil. Parfois c'est arrêté, ça repart. Enfin bref, ça c'est logique, c'est le fonctionnement de GitLab. Donc il y a pas mal de choses qui arrivent et puis aussi d'aller encore plus loin, on va voir par la suite, sur des fonctionnalités qui vont du coup se baser sur l'arrivée de ce projet-là. Et justement, ça amène des problématiques. Là, on voit... tout à l'heure, tu m'as montré qu'on pouvait mettre des variables. Moi, ça, j'ai bien compris, j'en mets partout. Sauf que du coup, dans mes projets, j'en ai. Dans mes groupes de projets, j'en ai aussi. Okay. Et puis du coup, j'ai plein de groupes. Alors du coup, j'en mets un peu partout. Et en fait, quand par exemple, on parle de secret, là, c'est la première variable, quand en fait mon secret expire, il faut que j'aille le modifier à plusieurs endroits. Et en fait, forcément, vous connaissez la suite, j'en ai raté au moins minimum un. Donc on va voir que... il y a quelque chose qui manque. Et puis tu sais plus lequel prend le pas sur qui. Voilà, tu te dis, tiens, est-ce que c'est le projet, le groupe qui surcharge, c'est quelqu'un employé? Ouais, on peut rater une étape et ça peut commencer à être un peu compliqué. Et puis derrière, en fait, quand on fait de la CI sur plusieurs projets, plusieurs groupes, on va se dire, oui, effectivement, là j'ai mis un catalogue, mais derrière, qui me dit qu'il est à jour? Alors imaginons que vous ne mettez pas Renovate dessus, bien sûr, mais... est-ce que mon projet il est bien à jour? Est-ce que j'utilise une version 1, une version 2? Bref, en fait, on n'a pas d'état des lieux de la CI, de notre groupe de projet ou carrément de notre instance GitLab. Et en fait, clairement, ça manque, d'où la création de plusieurs outils à côté. Et puis derrière, moi je l'ai dit tout à l'heure, des secrets, il y en a peut-être dans des variables de CI. Il y en a peut-être directement en dur dans de la CI, oui, c'est possible. Je ne sais pas si d'entre vous vous sentez un peu visé. Mais il y en a, clairement, en fait, on le connaît tous, le fonctionnement où on se dit je vais mettre un secret vite fait en dur, ça ne va pas se voir. Puis au final, on passe sur autre chose et puis ça se voit, en fait. Donc ça peut amener quand même des grosses problématiques de sécurité dans vos pipelines. Et c'est vrai que ce genre de choses, clairement, c'est pas terrible. Effectivement. C'est pour cette raison qu'on va s'intéresser un petit peu à R2 DevOps, qui est du coup une plateforme avant tout qu'on peut soit auto-héberger, soit utiliser une version SaaS, et dont l'objectif est de pouvoir commencer à construire une marketplace aussi, peut-être interne cette fois-ci. Donc, on va avoir des templates qui vont provenir soit d'R2 DevOps, soit de la communauté si on utilise le catalogue open source, ou tout simplement utiliser ceux créés par les équipes internes. L'autre avantage, c'est qu'on va avoir des dashboards qui vont nous donner un état des lieux un peu de notre CI. Donc on va pouvoir avoir un peu un outil de monitoring, si je veux dire, un petit peu avancé, pour dédier sur la partie supply chain. Donc là, par exemple, on voit une petite capture sur la partie recherche dans
dans le marketplace. Donc là, on recherche du coup un composant Maven et on voit tout de suite ceux qui nous sont disponibles. Par rapport à ça, on va pouvoir cliquer sur le composant. Donc ici, je clique sur Maven Build et je vais pouvoir retrouver notre fameux README. On va pouvoir voir d'autres onglets comme la partie changelog, GitLab qui ici va nous permettre de voir le code source du composant. Donc comme ça, je retrouve tous mes éléments contextuels liés à mon composant, dont la version aussi. Aujourd'hui, dans la roadmap de R2DevOps, c'est aller se centrer un peu plus sur la partie compliance, la partie sécurité de la supply chain, notamment en proposant dans les guides, un partie guide, des conseils sur les mesures à prendre dans le cas d'une norme ISO 27000 du NIST 2, ou tout simplement s'appuyer sur OWASP. Je ne sais pas si vous le savez, mais OWASP a mis en place du coup des recommandations dédiées sur l'intégration continue pour éviter justement d'avoir peut-être des secrets directement dans le code source. Là, je vous ai mis en bas un petit nouveau vue dashboard, un petit récap, par exemple, d'actions qu'on peut mettre en place, comme notamment, voilà, j'ai des nouvelles sévérités, je vais pouvoir voir par rapport à ma dernière analyse, est-ce que j'ai pu augmenter ou diminuer en fait mes pratiques. Tout ça, je vais le voir dans la partie dashboard. Pour créer un template R2DevOps, donc là, on va reprendre notre composant GitLab, ni plus ni moins, et on va juste venir greffer un fichier r2.yml dans lequel on va mentionner dans file le template, donc le chemin du template, sa documentation, son changelog. Une fois qu'on a ces parties-là, on va pouvoir préciser des informations tiers comme la description, la licence et aussi on voit la partie label. Donc la partie label, c'est simplement pour pouvoir gérer dans R2DevOps la notion de compliance. Donc vous allez pouvoir vous créer des listes de compliance, vous dire par exemple moi je veux je vais me créer une compliance Java et je veux que pour tous mes projets Java, j'ai le label Java, Maven, peut-être d'autres labels type test, lint, security. Et par rapport à ça, quand vous allez regarder dans R2DevOps, vous allez voir tout de suite sur l'ensemble de vos projets lesquels possèdent ces labels, ceux qui utilisent vos composants. Et s'ils ne l'ont pas, vous savez tout de suite lesquels il faut traiter en premier. Bon. Petite démo. Hop. Tac. Donc voilà. Donc là, c'est le dashboard. Quand vous arrivez sur l'interface de... Ouais, ça va, c'est lisible. Donc dans l'interface de R2DevOps, nous avons la partie... Il n'y a pas de white theme, je suis désolé. On a la partie issue. Donc là, c'est la dernière nouveauté où on retrouve du coup des indicateurs pour nous aider à voir sur l'organisation. Donc là, ici, j'ai une organisation qui s'appelle Big Tech 150. Vous doutez bien, c'est parce que j'ai 150 projets. Parmi tous ces projets, justement, je veux voir la répartition. Bon, tout de suite, en fait, dans l'onglet projet, je vais pouvoir repérer quels sont mes projets qui possèdent du GitLab, du Jenkins, du GitHub ou qui n'en ont pas. Donc moi, je vais pouvoir aller m'amuser justement soit à faire mes migrations de projets Jenkins en GitLab ou inversement. Dans la partie projet, on voit une composition et c'est là en fait où on retrouve notre notion de hard-codé. Donc les jobs hard-codés, c'est ni plus ni moins que les jobs qu'on a écrits directement dans le fichier gitlab.ci.yml. Ensuite, on va avoir la notion de template. Donc là, c'est dès que vous faites appel à un include template, projet, component. Et ensuite, ici, en bleu, ce sont les marketplace templates, donc finalement les composants qui sont référencés dans votre marketplace R2DevOps. Par rapport à ça, on va pouvoir aller plus loin au niveau compliance, évidemment. Donc là, c'est là où on va pouvoir mettre nos labels. Mais le côté vraiment pertinent que vous rencontrez tous, c'est les secrets. Donc là, vous allez pouvoir voir votre retour donc sur mes projets. Je vois que j'ai 2 tokens là ici dans ces fichiers à telle ligne. Donc je vais pouvoir réellement savoir, ok, j'ai une vulnérabilité, je vais la corriger. Ou alors, au niveau de vos conteneurs, est-ce que vous savez si dans vos projets, vous êtes à jour? Est-ce que vous utilisez tous les dernières versions de vos images? Ou est-ce qu'au contraire, vous êtes plutôt à utiliser des tags latest? Voilà. Est-ce que vous le savez en un clin d'œil? Pas bien. Ça, c'est pas bien.
Donc l'idée, elle est là, c'est de pouvoir versionner, et en plus maintenant, si vous êtes capable de créer des composants, vous créez un composant Renovate, et vous n'avez plus d'excuses. Je continue ? Ouais, vas-y. On parle beaucoup de Renovate. Projet à la mode. Après, au niveau variable, tout à l'heure, on se plaignait justement d'avoir... il faut aller dans un projet pour voir les variables, puis aller switcher dans un groupe. Mais là, je vais avoir plutôt ma vue d'ensemble. Au niveau projet, je vais savoir combien de variables je vais avoir. Et je vais avoir aussi un récap très clair de quels sont leurs types. Est-ce que c'est de type fichier, de type env? Est-ce qu'elles sont protégées ou non? Est-ce qu'elles sont masquées ou non? Donc je vais pouvoir avoir un point d'alerte là-dessus. Et pour le coup, peut-être que certaines n'ont pas besoin d'être masquées, au contraire, d'autres le devraient et elles ne le sont pas. Voilà un petit peu ce qu'on pourrait avoir. Et puis après, on a l'onglet Marketplace ici pour retrouver l'ensemble de notre catalogue, justement. Si je vais voir celui-ci, un Gradle SonarQube, j'ai la documentation, j'ai accès au code source. Pas celui-là. Comment? Celui-là, il n'y a pas de README déjà. Il n'y a pas de README. Non. Ça, c'est une version de test aussi. C'est une version test. Allez, allons voir GitLeaks. Notre email fond. Est-ce que j'ai un problème en réseau? Ah ouais. Ok, donc là, je retrouve bien mon README, ma documentation, mon accès du coup au code source. Donc là, on voit finalement un GitLeaks qui est relativement simple en écriture. Évidemment, après, vous pouvez le complexifier, c'est à vous de voir. Et la partie changelog pour savoir un peu la différence entre vos versions. On a une partie éditor, donc ça c'est une partie qui peut vous plaire quand vous allez justement dans un process de transformer des projets et vouloir faire une reprise. Vous allez pouvoir comme ça dire je veux éditer ce projet-là. Je vais pouvoir voir le récap comme dans GitLab de ma pipeline avec les différents stages et les différents jobs. Je vois ici que mon projet a déjà des includes de composants, très bien. Mais peut-être que dans ce projet-là, qui a du coup, j'ai besoin d'un YAML lint en plus, je vais cliquer sur Use Template, et ça y est, il a été importé ici. Donc je vais pouvoir après l'utiliser. Et bien entendu, on va se référencer au README pour savoir s'il faut ajouter un nouveau stage, des variables, des inputs, enfin bref, tout ce qu'on n'a pas dit juste avant. Donc là, on vous a parlé que les catalogues, c'était quelque chose qui était nouveau, notamment dans GitLab depuis peu de temps. C'est vrai que l'adoption à cette norme, spécification, on peut dire, en fait, elle n'est pas forcément simple. Si on vous a convaincu, ce qui est, j'espère, le cas, si vous arrivez dans votre entreprise, dire maintenant on va faire du catalogue, souvent ça peut être mal perçu, parce qu'en fait c'est quelque chose de nouveau, effectivement. On a un stock de CI/CD, on veut migrer vers du catalogue, on a vu il y avait quand même des adaptations à faire, on pouvait faire des choses, améliorer en fait notre job de CI/CD. Ça peut vraiment être compliqué. Ça peut vraiment être compliqué, mais du coup, je pense qu'il y a quand même aussi une acculturation à cette notion-là qui est à faire. Quand on voit qu'en fait la notion n'est pas nouvelle, il y avait To Be Continuous qui avait déjà fait. Alors de DevOps, ils ont fait les catalogues aussi avant. En fait, on voit qu'il y a d'autres entreprises qui l'ont fait avant, qui essaient de le mettre en place dans les projets, dans les équipes des entreprises. Parce que souvent, la CI/CD, elle est un peu mise de côté, où en fait, on fait un peu ce qu'on peut, clairement, sur des projets. Et souvent, on se dit, on verra ça plus tard, et puis vous connaissez la suite. Au final, on subit plutôt notre CI/CD. Donc là, il y a vraiment une étape d'adoption qui est pour moi à faire et à mener dans les entreprises. La CI/CD, c'est du code. C'est du code. Donc, on va essayer de la considérer comme une application à part entière. Ça peut vite partir en plat spaghetti, mais justement, on va essayer d'en prendre soin. On va essayer de normaliser un petit peu tout ça, d'appliquer nos tests et de s'assurer que finalement notre composant reste unique. Et ça va être le point le plus important, c'est qu'il soit rejouable dans différents contextes, tout simplement. Et éviter la duplication, parce que souvent on peut avoir une équipe. Bien sûr. Qui va se dire, moi je vais faire du Maven, et en fait il y en a déjà 50 qui ont déjà fait du Maven à côté, et qui vont faire des jobs. Donc là, l'avantage de faire un catalogue, c'est vraiment d'harmoniser, d'éviter les duplications de code. Et ça, c'est un argument qui est quand même assez important. Mais ça va peut-être aussi amener justement une adaptation aussi dans l'organisation des entreprises pour se dire, finalement la CI/CD c'est comme un projet, il faut vraiment que des gens en prennent soin.
on l'a dit dans le slide d'avant, et justement le fasse évoluer pour amener des bonnes pratiques, pour amener justement des reviews sur la CI, parce que on peut faire des choses, on peut mal faire des choses aussi. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut essayer de mettre en place. Et justement, la migration vers le catalogue, on n'est pas obligé de la faire en une étape et se dire, ça c'est un projet, donc je vais mettre en place un chef de projet, je vais mettre en place des jolis diagrammes pour dire la migration sera finie telle date. En fait, la migration d'un catalogue, on peut le faire vraiment au fil de l'eau. Par exemple, le catalogue Hello World que j'ai mis en place, on pourrait se dire, ça c'est un composant que vous avez tout le temps dans vos projets. Au lieu au lieu de mettre du code hard-codé, en fait, je vais faire un include de ce catalogue. Et là, en fait, vous aurez déjà fait un pas dans la migration. Vous l'aurez testé comme toute feature fonctionnelle ou technique sur votre projet. Et à partir de là, en fait, on pourrait avancer vers une migration, justement, vers cette spécification pour avoir dans votre entreprise un catalogue de composants qui soit utilisé. Après, bien sûr, derrière, on a vu les problématiques que ça peut amener pour le moment. Mais derrière, il y a des outils comme GitLab qui se mettent à jour régulièrement. Il y a des outils comme R2, DevOps, qui du coup permettent aussi d'aller encore plus loin. Ils ont quand même beaucoup de features à proposer aussi pour justement aller résoudre ces problèmes qu'on peut avoir de CI/CD, de secret, etc. Donc clairement, je pense que là, moi, c'est mon approche perso, c'est de se dire, en fait, il faut y aller vers ce catalogue, il faut y aller, et en fait, on peut commencer dès à présent à le faire. En tout cas, ça, c'est un peu le message qu'on voulait aussi vous donner aujourd'hui. Donc là, du coup, ce talk, pour nous, c'était l'occasion de le faire. Comme on l'a dit, Jules, l'ambassadeur R2, il utilisait R2 au quotidien chez son client. Moi, du coup, je me base sur des catalogues, côté open source aussi. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment important. Donc on est preneur de tout feedback. Et je pense qu'on a largement le temps pour quelques questions. Et on a mis aussi un QR code pour les différents slides, enfin pour le slide. Comme ça, vous aurez un peu les références et les liens. Et merci de votre attention. Merci pour cette présentation. Tu as parlé de semantic versioning et j'aurais une question sur la semantic release. Moi, ça me pose des problèmes régulièrement. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être adressé par GitLab, R2 DevOps ou un composant catalogue? C'est un peu flou. Par rapport à l'approche qu'on a indiquée? Oui. Alors, de base, GitLab, ils disent d'utiliser l'attribut release. Donc, en gros, dans ton projet, tu vas créer un tag manuellement. Et à partir de là, du coup, la release va se créer. Ah oui, non, j'ai oublié de préciser un peu plus le contexte. C'est dans le release, par exemple, de Chart-Helm. Les Chart-Helm, elles ont une version dedans. Comment incrémenter la version, par exemple, de ton chart.yaml ou autre composant, mais... parce que là, je suis obligé d'importer une image Node.js avec le release RC. Enfin voilà, c'est tout un process pas très clean. Et je me dis peut-être que ça peut être adressé par un composant ou par R2 DevOps. Après, les composants, moi, je sais que je m'étais amusé à faire un composant sémantique release. Jules a fait la même chose de son côté. Ouais. Donc, en fait, c'est des trucs qui arrivent. Et justement, le catalogue, actuellement, il y a beaucoup de choses. On parle de Renovate, mais quand on recherche Renovate, il y a 3 composants Renovate, lequel je prends. Donc là, effectivement, pour le moment, il y a la communauté qui travaille dessus pour créer des composants. Donc, par exemple, Semantic Release, tu as des soucis avec, tu peux voir un catalogue s'il existe. Après, derrière, comme il n'y a pas de certification... Je dirais que c'est aussi valable, non pas que pour Semantic Release, mais finalement pour tous les petits outillages qu'on embarque dans nos projets. Il y a plein de petits outillages qui ont besoin de fichiers tiers, de fichiers connexes pour fonctionner. Et en fait, finalement, ça va être cette fois-ci la manière dont on va concevoir nos composants qui vont apporter cette intelligence, de dire ok, je mets mon expertise dans cet outillage, mais je construis mon composant de façon à ce qu'il porte l'intelligence de découvrir est-ce que mon projet, si c'est du Java, est-ce que c'est du Node, il va faire des actions différentes, ou au contraire, après on se dit bon tous les fichiers de configuration vont être portés par chaque projet, et du coup j'ai mon composant qui lui va bêtement exécuter les commandes basiques de ton outillage. Et après, c'est chaque projet qui possède en fait sa propre configuration. Ça, après, c'est vraiment un choix purement technique derrière, dans la conception. Ok, merci. Voilà.
Je continue le temps de la prochaine question. GitLab, ils ont indiqué vouloir faire du semver sur le catalogue en 17.1, parce qu'en fait, avant, il y avait, je ne sais pas si vous connaissez la CLI GLab, qui permet de faire des choses, il n'y avait pas le semantic release dedans, et en fait, quand je leur ai demandé si on ne pouvait pas le mettre, ils ont dit, ouais, mais il n'y a pas que ça dans la vie, quoi. Donc du coup, voilà, c'est un peu, ils comprennent le besoin, mais ça ne couvre pas tout. Bonjour, merci pour la presse. Comment est-ce que ça s'articule avec AutoDevOps de GitLab? Je suis étonné que GitLab pousse pour un catalogue de composants quand il pousse fort pour AutoDevOps. Ça n'a rien à voir? Vous conseillez de prendre AutoDevOps, un ou de l'autre, ou les deux? AutoDevOps, ça fait des includes de fichiers. Mais t'as pas besoin de. Enfin, ça réduit le volume aussi de. Ça réduit le volume. Après, c'est de la convention, quoi. C'est plus du no-code, quoi. Ouais. Derrière, quand on regarde, c'est juste un include template, et ça va chercher derrière dans les templates fournis par défaut de GitLab. Donc au final, c'est une autre forme encore d'include. Ils vont migrer vers des catalogues. Je suis quasi sûr que si on crée un nouveau projet maintenant et qu'on active l'AutoDevOps, on va avoir des catalogues qui vont arriver parce qu'ils ont mis à dispo plein de catalogues de CI. On me dit que ce sera à tester, à voir si ça change justement cet aspect-là. Et après, AutoDevOps versus CI custom maison, ça dépend de la maturité et le temps qu'on a alloué à faire de la CI. Est-ce qu'on a des personnes dédiées aussi pour le faire ou pas, et puis le niveau de connaissance? Je sais que j'ai pas jamais utilisé. J'ai essayé sur des petits projets, mais c'était trop gros justement pour ça. Merci. Bonjour, merci pour la présentation. J'ai une question sur R2DevOps du coup. En termes de droits, est-ce que c'est donc possible de lier un AD par exemple, et est-ce qu'il y a une gestion fine des droits? Parce qu'on voit que par exemple on peut retrouver les variables de CI/CD, donc qui sont potentiellement masquées, par exemple, elles sont disponibles que pour les owners des projects et les maintainers n'auront pas accès, ou les développeurs, etc. Donc est-ce qu'il y a une matrice des droits qui est possible de configurer dans l'outil, ou c'est un accès avec un seul profil utilisateur pour tout la page d'administration R2DevOps? Oui, alors effectivement, le parti pris que R2DevOps a pris, c'est lors de la connexion entre R2DevOps et GitLab, c'est d'utiliser un access token, tout simplement. Donc après, derrière, c'est plutôt le GitLab qui, lui, s'il est connecté à un AD ou s'il a une gestion de droit, c'est lui qui va porter tout ça. Ce qui fait que quand toi, tu vas te connecter sur R2DevOps, tu vas tout simplement utiliser ton compte GitLab de ton instance pour te connecter. Donc si tu as un droit de développeur, tu seras limité qu'à tes actions, donc que au projet que tu vas pouvoir voir. Et d'ailleurs, lorsqu'on est administrateur ou owner de certaines organisations, on va pouvoir avoir la possibilité, donc chose que je ne vais pas montrer, mais je peux rapidement, c'est plus de site, plus d'internet. Je crois que c'est rouge. Okay. C'est en fait dans la partie dashboard, on a un endroit pour paramétrer par exemple la partie projet que l'on souhaite scanner, parce qu'on n'est pas obligé de scanner non plus l'intégralité de notre GitLab. Il y a peut-être des projets que tu veux mettre, et bien ça, il n'y a que quelques personnes qui ont un droit, et ce sont ceux qui seront honneurs de leur projet. Même chose pour le paramétrage des registries Docker que tu veux autoriser. Si c'est Docker.io, interne ou pas, tu peux faire ce que tu veux, et il n'y a que droit. Voilà. Une minute. On arrive à la fin. Bonjour, merci pour la présentation. Je voulais savoir par rapport à RDDevOps, si les données ils seront exploitables par rapport avec une API derrière pour récupérer les informations qui sont déjà récupérées à partir de GitLab. Tu peux répéter? Est-ce que tu peux récupérer les données de R2DevOps par API? En soi, étant donné que le projet, le code en lui-même du projet, il n'est pas ouvert, il n'y a que la plateforme, la marketplace qui est ouverte. Il faudrait demander aux développeurs directement en fait un accès sur leur API. Donc il faudrait discuter avec eux si tu veux requêter. Après eux, ils vont faire eux-mêmes des requêtes sur GitLab directement. Donc je ne sais pas quelles informations tu voudrais récupérer plus que... Après, c'est comme sur GitLab, en fait, on peut récupérer des informations à travers l'API, mais là, c'est plus des informations DevOps pour notifier derrière. Ou, Effectivement, pour le moment, comme l'application, aujourd'hui, elle est encore fermée, parce qu'il
préfèrent monter encore un peu en maturité avant de l'ouvrir, mais je sais que c'est un souhait chez eux de finir par l'ouvrir. Tu peux aller sur le Discord de la communauté et dialoguer directement avec eux pour voir s'ils peuvent t'ouvrir un accès. Merci. Voilà. Je crois qu'on est arrivé au temps parti. La dernière peut-être, Luc. Oui. Merci pour la présentation, c'était super intéressant. Moi j'ai une question qui est liée à la gouvernance. Est-ce que derrière il n'y a pas une idée aussi de pouvoir proposer à terme dans GitLab une obligation pour dans les repos en fait de devoir utiliser plutôt tel composant plutôt que définir en fait son propre pipeline et carrément en fait empêcher le gestionnaire de repo de pouvoir en fait définir son pipeline custo et d'utiliser en fait donc un composant qui serait fourni par la structure quoi, par l'organisation. Obligé, je pense pas qu'ils aillent jusque là. Ça serait bien, mais je suis pas sûr. Après, c'est vrai qu'il y a une feature qui ressemblerait à ton besoin sur R2, c'est de dire le code de CI qui est hardcodé, qui est écrit en dur. Ouais. En fait, il y a un template qui existe. Ça, il y a une fonctionnalité comme ça qui est vachement sympa. GitLab, je sais pas s'ils vont faire la même chose aussi. Ouais, je sais que la ligne directrice là, de R2, c'est du coup de tendre vers la partie gouvernance compliance. Donc, justement, on voyait dans le fichier R2 file, on peut mettre des labels, et c'est grâce à cette suite de labels que tu vas pouvoir créer tes propres matrices de compliance et pouvoir dire, ok, pour moi, pour que mes projets soient ISO, j'ai besoin de tel label, et comme ça, tu vas surveiller un peu l'ensemble. Voilà, après, je pense que ça va être aussi une partie bonne pratique à apporter en interne, surtout beaucoup de travail et de dialogue en fait avec les équipes, que ce soit dev ou cyber au final. Ouais, parce que là, le catalogue de CI actuellement, il est un peu caché, le menu Explore, je sais pas, moi, j'y vais pas tous les jours. Et du coup, quand on utilise le pipeline editor, on a le petit bouton Browse CI/CD Catalogue qui indique bien qu'on peut aller dedans, mais en fait, on n'a pas encore la notion d'utiliser ça dans le GitLab. Et j'ai vu des maquettes d'écran qui pourraient arriver et l'idée c'est vraiment de dire tu fais de la CI/CD, pense au catalogue et après on peut imaginer toute l'IA qu'il y a dans GitLab avec GitLab Duo, dire en fait je veux faire ça comme template et lui il va aller te chercher dans le catalogue de CI/CD le bon template à utiliser. J'ai pas testé ça mais je suis sûr que ça va être possible dans peu de temps. Merci à vous. Merci.